Bonjour et bonsoir à tous nos frères et sœurs de par le monde. Bonjour à nos peuples, à notre peuple, répartis en différentes nations, sur tous les continents, que ce soit en Asie comme en Océanie, en Europe comme en Amérique, en Afrique bantou, notre mère Katiopa Kemet, nos chers Antilles Caraïbes, Tribu, Lévis, Haïti chéri, bonjour et bonsoir. Au plaisir de vous rejoindre pour ce tout nouveau numéro où nous allons continuer à parler pour faire suite au numéro de l'arrivée des barbares français, exterminateurs, envahisseurs, qui par la suite va éditer le code noir qui va montrer le vrai visage de l'homme blanc, le vrai visage de l'Occident. Sans plus tarder, nous allons entrer d'emblée. Nous allons entrer d'emblée dans notre numéro du jour où nous allons parler de la révolution haïtienne et les guerres de l'indépendance. La révolution haïtienne et les guerres de l'indépendance. Comme nous l'avons vu, en guise de résumé, à partir de 1791, Haïti va entrer à une nouvelle phase de son histoire. La prétendue révolution française qui a débuté en 1789 a ouvert la voie à nos vaillants héros qui vont faire suite à l'idée de Macandal qui avait comme seul objectif se débarrasser de l'homme blanc et prendre le contrôle de la colonie. Et de ce fait, ça va réaliser avec Boukman, Cécile Fatima Douti Boukman, qui va initier ce qu'on appelle la conférence du bois chez l'imam Fatima, que les colons barbares appellent cérémonie bois caïman, parce que c'est comme pour dire nous, on ne peut pas faire de conférences, c'est eux qui peuvent faire des conférences, mais nous c'est des cérémonies, juste pour dire que nous avons sacrifié un cochon. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont traités de cochons. À travers la traite et à travers le marronnage, ils nous ont traités des cochons marrons. Mais vous avez vu par vous-même qu'on ne touche pas au peuple de Ya. Ceux-là qui nous ont traités de cochons, ils sont morts comme de pires cochons, en la personne de l'éditeur du Code Noir, en la personne du roi Charles, du roi Louis XIV. Il est mort la tête coupée comme un vrai cochon. Et il n'a eu même pas le temps de faire le marronnage, comme on l'a précisé dans l'article précédent. Mais qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pour faire la suite avec ce que nous avons parlé. Nous avons parlé pour dire que la révolution haïtienne va entrer en jeu avec tous ces aspects des colons qui étaient à Saint-Domingue, qui voulaient une libération économique, des affranchis qui se battaient pour avoir l'égalité avec les colons qui étaient à Saint-Domingue. Mais nous n'avons qu'un seul objectif. Nous n'avons qu'un seul et unique objectif qui n'était autre que la liberté. C'est pourquoi nous avons crié liberté ou la mort. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? En guise de résumé, nous avons dit, au Cap, la situation se complique suite à la nouvelle de l'exécution du roi Louis XIV. De ce fait, le gouverneur royaliste Galbo s'associe avec les propriétaires blancs
pour renverser le commissaire Santonax, jugé trop proche des mulattes. En plus des propriétaires colons blancs, les marins prennent parti. Le parti de Galbo. Donc Santonax choisit alors d'armer les esclaves et les prisonniers pour reprendre le cap. Et c'est ainsi que 10 000 Noirs armés déferlent sur la ville. Le 21 juin 1793, la ville du Cap est incendiée. Environ 10 000 propriétaires blancs quittent Saint-Domingue. C'était notamment pour aller vers la Louisiane. L'heure de leur défaite a sonné. Le 28 août 1793, Santonax abolit unilatéralement l'esclavage à Saint-Domingue. La Convention nationale avalisera et diffusera la décision d'abolir l'esclavage le 3 février 1794. Dominique François Toussaint passe alors du côté du camp français. Et c'est là, nous allons entrer maintenant dans la phase décisive pour la liberté, pour l'abolition de l'esclavage. Et c'est là nous allons parler de la révolution haïtienne et les guerres qui amènent à l'indépendance. Maintenant, juste avant de voir cela, il est important de jeter un coup d'œil sur les différents acteurs. À préciser que nous allons voir d'abord, nous allons parler des acteurs noirs, d'abord les gouverneurs noirs, les généraux noirs, parce que c'est ce qui nous concerne en particulier. C'est pourquoi nous allons laisser ça comme pour parler, mais laissez-nous parler d'abord des généraux mulattes où il y avait Rigaud. Rigaud qui est né en 1761 et mort en 1811. Il est le chef des mulâtres. Rigaud, c'est le chef des mulâtres. En 1779, il est volontaire pour aller soutenir la guerre d'indépendance des États-Unis. Comme je vous l'ai mentionné. Ça veut dire que de 1761, où il est né, à 1779, il avait 18 ans. Donc, il a débarqué, il s'est fait volontaire pour aller soutenir la guerre d'indépendance des États-Unis. Il va diriger le sud du pays dès 1791. Il devient l'adversaire des Anglais et notamment de Toussaint. Il est contraint de fuir en 1800. Il revient sur l'île avec l'expédition de Saint-Domingue en 1802. Suite à son échec, il est emprisonné par Napoléon au fort de Joux aux côtés de Toussaint qu'il combattait. Alexandre Pétion, lui, il est né en 1770, mort en 1818. Il est un général qui va soutenir Rigaud pendant la révolution haïtienne. Pendant la guerre civile c'est la guerre entre les mulattes et les noirs. Il prend la tête de la défense de Jacmel, bastion de la résistance mulâtre. Comme Rigaud et Boyer, il est contraint à l'exil entre 1800 et 1802. Il devint président de la République d'Haïti de la partie sud entre 1606 et 1618. Il est l'instigateur principal de la mort de notre empereur Jean-Jacques Dessalines. C'est lui qui est pointé du doigt. Alexandre Pétion. Jean-Pierre Boyer. Lui, il est né en 1776 et mort en 1850. Il est chef de bataillon pendant la révolution haïtienne. Il combat sous les ordres de Rigaud. À la proclamation de l'indépendance, il va soutenir Pétion. De secrétaire de Pétion, il passe à général. Donc, il succède alors à Pétion à la présidence d'Haïti et gouverne jusqu'en 1843. C'est lui qui va accepter de payer les 90 millions de francs demandés par le sale roi de France. Donc, c'est tous ces gens-là maintenant à qui Dessalines avait dit ceci. Écoutez,
Nous avons pris cela pour vous. C'était... nous avons vu cela. Je vais vous le préciser juste un instant. Okay. Nous avons vu tout ça. C'était lorsque Dessalines avait dit, mais... Et les Noirs fraîchement libres, dont leur père est en Afrique, n'auront-ils donc rien? Pourquoi? Parce que ce sont ces gourous, à savoir les descendants de Rigaud, les gens de Rigaud, parce que Rigaud était déjà comme mort, mais les Pétions et les Boyers et ces clans qui voulaient s'accaparer maintenant de toute Haïti et laisser les Noirs dans la servitude, mais vide. Voilà pourquoi Dessalines a fait une telle déclaration. Et voilà pourquoi nous allons voir maintenant nos héros, nos vrais héros. Nos vrais héros. Même lorsque Toussaint avait certains défauts, avait fait quelques mauvais pas, mais il est le chef. Il est le successeur de Boukman, qui est le successeur de Macandal. On a Macandal, par la suite on a Boukman. Après Boukman, on a Toussaint. Et de Toussaint, on est tombé à Jean-Jacques Dessalines, secondé par le roi Henri Christophe. Dominique François Toussaint, que les Occidentaux, barbares et domites appellent l'ouverture, est né en 1746. Il est mort en 1803. Il est le chef des généraux noirs. Dès novembre 1791, il rejoint les esclaves insurgés. D'abord combattant aux côtés de l'Espagne, il rejoint la France une fois l'esclavage aboli. C'est normal. En 1800, il commence son ascension en chassant André Rigaud, son principal adversaire. Il est arrêté et emprisonné par ruse. Il est emprisonné en France. Il est arrêté par ruse et emprisonné en France. Au fort de jour, il est mort en 1803 aux côtés de Rigaud. Jean-Jacques Dessalines. Je prends d'abord Henri Christophe. Henri Christophe, né en 1767. Né en 1767, mort en 1820. Est né à Grenade. Il arrive à Saint-Domingue en tant qu'esclave. En 1779, il est volontaire pour aller soutenir la guerre d'indépendance des États-Unis. Ça veut dire de 1767 à 1779, il avait à peine 12-13 ans. Il était déjà combattant pour libérer les États-Unis. Et maintenant, vous voyez cet États-Unis là. On va y arriver. Il se distingue pendant la guerre, pendant la révolte des esclaves et devint officier en 1793. Pendant 4 ans, il se bat aux côtés de l'ouverture dans le Nord. Il est nommé général en 1802. En 1806, après la mort de Dessalines, il forme un gouvernement dans le Nord. Il se proclame président en 1807 et roi en 1811. Maintenant, notre père, le père de la patrie, le père de la liberté, le père de l'humanité, Jean-Jacques Dessalines, né en 1758, il est mort en 1806. Les mulattes l'ont assassiné. Les Pétions, les Boyers l'ont assassiné. Ceux qui, jusqu'à présent, restent, empêchent au peuple haïtien de retrouver sa dignité, de retrouver sa liberté, de retrouver sa vie, son droit de vivre comme tout le monde. C'est eux encore, ce sont leurs descendants qui pillent encore le pays, de connivence avec l'ennemi. C'est eux qui sont toujours là pour faire le pont entre le colon, pour que le colon puisse avoir accès maintenant à Haïti. Mais ça va cesser bientôt. On dit Dessalines est un ancien esclave. Il était même esclave de Toussaint. C'est Toussaint qui l'a affranchi. Il participe à la révolte des esclaves
dès 1791. Il devient lieutenant de Toussaint, puis général sous les ordres de Toussaint. Il combat activement à la fois les Anglais et les mulâtres. Oui. En 1800, il contrôle le sud et l'ouest. Personne ne pouvait résister à Dessalines, d'ailleurs, même les Français. Lorsque les Français s'accaparent de toute Haïti, il n'y a que l'ouest, à Saint-Marc où était Dessalines, qui était encore au contrôle de Dessalines. C'est Toussaint qui lui a demandé de baisser les armes, mais personne ne pouvait vaincre Dessalines. On parle de George Washington, jusqu'à insulter Toussaint pour appeler Toussaint le George Washington noir. C'est quelle stupidité ça. Ce grand Toussaint, Washington ne représente même pas une orteille de Toussaint. Voix Dessalines. Pour traiter de Toussaint de Washington noir. C'est quoi cette barbarie? Toussaint. Voix Dessalines. L'irrésistible Dessalines. En 1804, il proclame l'indépendance d'Haïti. Dessalines est proclamé empereur 9 mois après. Haïti, là, on a connu toutes les structures de gouvernance. On a connu le gouvernement avec Toussaint. On a connu la présidence jusqu'à nos jours. On a connu la royauté avec Faustin Soulouque et notamment le grand Henri Christophe. Et on a connu l'empire avec l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Il est assassiné, comme je l'ai dit, par ce stupide barbare Pétion, les mulâtres. Parce que lui, il avait une vision pour son peuple. Il avait une vision pour tout le monde, pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Mais dès que l'homme blanc est là, non. Parce qu'il y a le gène de l'homme blanc dans les mulâtres. Voilà pourquoi maintenant il nous empêche de vivre. Maintenant passons, nous avons vu les acteurs qui vont être les éléments clés. Il est vrai que les mulâtres s'unissent aux noirs pour la cause de la liberté en général. Oui, ça, chapeau aux mulâtres. Mais c'est que leur arrivisme, leur ambition, comment dirais-je, leur gourmandise leur empêche maintenant de se mettre en commun pour construire l'Haïti que Dessalines a toujours rêvé. Ce sont les mulâtres là-bas qui sont responsables de nos malheurs, parce que c'est eux qui sont en connivence avec l'homme blanc, l'ennemi. Maintenant, on dit que avec tous ces événements qui arrivent, l'Angleterre vient compliquer la situation en essayant de s'emparer de Saint-Domingue. Vous voyez, ils ont tous besoin de Saint-Domingue parce que c'était la perle des Antilles. C'était la colonie la plus riche du système colonialiste. Entre 1793 et 1802, la France et le Royaume-Uni sont en guerre. Vous allez voir. Vous allez voir. Pour ceux qui disent « Oh, Napoléon était en guerre », nous allons voir ça dans un autre numéro. Mais vous allez voir par vous-même. La guerre était terminée. Lorsque toute l'Europe se convergeait vers Haïti, vers les colonies de l'Amérique pour mater la révolution, et notamment en Haïti. Vous allez voir ça. Mais vous voyez, entre 1793 et 1802, la France et le Royaume-Uni sont en guerre. L'Espagne rejoint les ennemis des Français, à savoir l'Angleterre. Pourtant, beaucoup d'esclaves de Saint-Domingue, et notamment ceux dirigés par Toussaint, partent grossir le camp combattant espagnol contre la France. Ok? Une expédition anglaise quitte la Jamaïque le 9 septembre 1794 et débarque à Jérémie le 19 septembre. Plus de 9000 hommes la composent. Pour les Anglais, il n'est pas question d'abolir l'esclavage. Vous entendez?
Maintenant, quand on parle de l'abolition de l'esclavage, on vous dit l'Angleterre, les États-Unis. Mais vous allez voir les États-Unis. Mais qu'est-ce qu'il a dit ici? En 1794, une expédition anglaise quitte la Jamaïque et débarque en Haïti, à Jérémie en Haïti, le 19 septembre 1794, avec plus de 9000 hommes. Pourquoi? Parce que les Anglais, pour les Anglais, il n'est pas question d'abolir l'esclavage. Donc cette question pour nous aliéner de dire que c'est l'Angleterre qui a aboli l'esclavage, nous connaissons la vérité maintenant. Nous connaissons la vérité. Cessez de nous duper, cessez de nous tromper. Je reprends cette date pour vous. Le 9 septembre 1794, une expédition anglaise quitte la Jamaïque et se débarqua en Haïti à Jérémie. Jérémie, c'est dans le sud, dans le sud-est, dans le sud-ouest d'Haïti, le 19 septembre, avec 9000 hommes. Pourquoi? Parce que pour les Anglais, il n'est pas question d'abolir l'esclavage. Le soutien de la part des propriétaires de Saint-Domingue est total. De nombreux mulâtres de la province occidentale rejoignent le camp anglais. De nombreux mulâtres, vous voyez? Les mulâtres. Ils rejoignent le camp anglais pour mater la révolution. Mais pas le camp de Rigaud, parce que Rigaud combattait contre les Anglais pour la liberté. Pas le camp de Rigaud qui tient une bonne partie du sud. Dans les Antilles, les Anglais remportent plusieurs victoires et en 2 mois, ils s'emparent de la Martinique, de la Guadeloupe et de Sainte-Lucie. En France, la Convention prend une décision importante le 4 février 1794. L'abolition de l'esclavage devient réalité. Ça, c'est le travail de Santonax et Paul Vérel. La nouvelle arrive à Saint-Domingue en juin et dès lors, la France devient un élément clé par rapport à cette décision de la question de la liberté et d'égalité. Mais vous allez voir, c'est juste en parole, en théorie. Tout comme avant, lorsque dans le code noir on parlait, on dit qu'il y avait des droits et des devoirs entre les esclaves et les mulâtres, mais vous avez vu tout ça que c'était de la théorie. Mais la fois lorsqu'il vous parle de liberté et d'égalité, cette théorie, vous allez voir par la suite. C'est à ce moment que Toussaint se rallie à la France et commence son ascension avec cette décision. Maintenant, le général Toussaint est alors déclaré gouverneur de Saint-Domingue en 1796. Chez les mulâtres, l'idée est plutôt de créer un État mulâtre. Ils sont minoritaires et puis ils veulent un État mulâtre. Vous voyez? Ils ne reconnaissent pas l'autorité de Lavaux. Ils tentent de faire nommer Villatte, un général mulâtre, gouverneur au Cap. L'insurrection est vite arrêtée. Le 11 mai 1796, inquiet des récentes initiatives des mulâtres, le gouvernement français envoie une nouvelle commission. C'est le retour de Santonax. Le 30 avril 1798, une convention est signée au terme de laquelle les Anglais évacuent complètement la province de l'Ouest. Les exploits de Rigaud contre les Anglais sont semblables à ceux de Toussaint. Une terrible lutte d'intérêt de classe entre Noirs et mulâtres entraîne une guerre civile jusqu'en 1800. De 1898, où les Anglais avaient laissé le territoire, il va y avoir la guerre civile entre les Noirs et les mulâtres jusqu'en 1800. C'est ça qu'on va voir maintenant, la guerre civile mulâtre-noire de 1799 particulièrement à 1800 et l'ascension de Toussaint Dominique, soi-disant l'ouverture. Toussaint l'ouverture fait la guerre à André Rigaud, Alexandre Pétion et Jean-Pierre Boyer à l'occasion d'un litige à propos de la frontière ouest-sud à Miragoâne
pour conquérir le sud de l'île. En juin 1799, Dessalines entre avec ses troupes à Port Républicain pour le compte de Toussaint. En octobre, le commissaire français Roumet confirme le général Dessalines commandant en chef de l'armée de l'Ouest. Avec des troupes très supérieures en nombre, Toussaint gagne la guerre. Il repousse Rigaud et négocie son départ vers la France. À la fin de l'année 1800, André Rigaud, Alexandre Pétion et Jean-Pierre Boyer partent pour la France. Ils reviendront à bord de l'expédition de Saint-Domingue le 28 janvier 1802. Pendant ce temps, en France, Napoléon Bonaparte devient premier consul. Il confirme Toussaint Louverture comme dans son poste de chef de l'île. En décembre 1800, ce dernier, à savoir Toussaint, veut annexer la partie espagnole. Ça veut dire partie est, qu'on appelle le République dominicaine de nos jours. Et le 21 janvier 1801, le gouverneur de Santo Domingo, la capitale de la République dominicaine, lui abandonne la colonie. Le 12 octobre 1800, Toussaint publie un règlement de culture qui est une réintroduction du travail forcé des Noirs sur les plantations. Voilà là où Toussaint a commis l'erreur. Qui va un peu anéantir la sympathie ou le respect qu'on a pour Toussaint. C'est pour avoir pensé rétablir l'esclavage. Même si ce n'était pas dans le concept occidental, mais cette idée d'esclavage, il ne fallait jamais revenir avec. Voilà pourquoi Toussaint est comme vu pour nous en second lieu par rapport à Jean-Jacques Dessalines. Les paysans sont forcés de travailler sur les cultures. Ils reçoivent un quart des recettes. Vous voyez, ce n'était pas la même chose. Parce qu'ils reçoivent, ceux qui travaillent maintenant, ils reçoivent quelque chose. Mais avec les barbares colons, on ne travaille que pour les colons et ceux-ci sans relâche, sans repos, de l'atrocité totale. Ok, on dit que les paysans vont travailler, vont recevoir un quart des recettes. Tout comme les propriétaires, un quart. Tandis que l'État en récupère la moitié. La production s'effondre. En un an et demi, les quantités produites chutent d'un tiers. Le 9 mai 1801, l'Assemblée centrale de Saint-Domingue adopte la constitution de la colonie de Saint-Domingue. Toussaint est gouverneur à vie et peut nommer son successeur. Le 12 juillet 1801, Toussaint signe la Convention autonome. En octobre 1801, les Noirs des campagnes se révoltent contre Toussaint et son travail forcé. Maintenant, on va entrer d'emblée dans ce qu'on appelle la guerre de l'indépendance. Tout ceci, c'était le moment de révolte, la guerre civile entre mulattes et noirs. Maintenant, on va entrer dans les guerres de l'indépendance. Même si on va revenir sur la guerre de l'indépendance, la toute dernière guerre qui est la bataille de Vertières. On va y revenir. Mais parlons maintenant un peu en gros. La guerre de l'indépendance, la guerre de l'indépendance, c'est comme ça a duré de 1802 à 1803. En France, la bourgeoisie maritime, aidée par Bonaparte, se prépare à rétablir l'esclavage. C'est vrai. Le 14 décembre 1801, Bonaparte envoie une flotte composée de 20 000 hommes en direction de Saint-Domingue. Son beau-frère, le général Leclerc, mari de sa sœur Pauline, prend la direction de l'expédition avec à son bord André Rigaud, Alexandre Pétion et Jean-Pierre Boyer. Vous voyez, quand je vous dis attention aux mulattes, attention aux hommes de couleur qui sont parmi nous, vous voyez, on dit dans l'expédition envoyée par Napoléon avec la bourgeoisie maritime française pour rétablir l'esclavage, une mission qui a été confiée à
Leclerc, il y avait André Rigaud, Alexandre Pétion et Jean-Pierre Boyer à bord. Bonaparte a donné des instructions claires et un plan d'action précis qui se découpe en 3 phases. Premièrement, il doit tout promettre à Toussaint. Ensuite, il doit lui faire prêter serment au Cap, puis le déporter. Le désarmement total de la population est la dernière phase. La première phase, c'est mentir à Toussaint, tout promettre. Ensuite, lui faire prêter serment. Et puis le déporter. Et troisièmement, c'est désarmer toute la population parce que Santonax avait armé la population. Et c'est ça la dernière phase. Donc Saint-Domingue serait alors prête à recevoir les lois spéciales de Bonaparte. Autrement dit, le retour de l'esclavage. Le 2 février 1802, Leclerc débarque au Cap avec 5000 hommes. Le 2 février 1802, Leclerc débarque au Cap avec 5000 hommes. Le 4 février, le général noir Christophe fait évacuer la ville pour aller se réfugier dans les montagnes. Et Christophe avait même dit à Leclerc, si vous voulez vous accaparer de la ville, vous allez le prendre sur les cendres. Et la première action, le premier acte que Christophe a posé, il a incendié sa propre maison d'abord. Et c'est là qu'on dit, la bataille fait rage toute la nuit. Les dégâts sur la ville sont nombreux. Sur 2000 immeubles, seuls 59 sont toujours debout à l'issue de la bataille. Paul Louverture, qui est dans l'ancienne partie occidentale de l'île, à savoir la République dominicaine actuellement, à Santo Domingo, va être trompé par les Français. Ils lui font croire que Toussaint lui ordonne de céder Santo Domingo par une fausse lettre. Le 10 février, Maurepas, général noir qui tenait Port-de-Paix, est attaqué par 1500 hommes commandés par Debelle. Il refuse de capituler, mais doit se retirer dans les montagnes. À la mi-février, tout le littoral, excepté Saint-Marc, tenu par Dessalines. Tout le littoral, excepté Saint-Marc, dans l'ouest d'Haïti, excepté Saint-Marc. À part ça, tout le littoral est entre les mains de Leclerc. Malgré ces victoires rapides de l'armée française, la conjoncture va bientôt se retourner. Toussaint va être déporté, la France va être humiliée. Toussaint déporté, la France humiliée. Peu à peu, les différents commandements de Saint-Domingue se rendent, dont celui de Maurepas et de Christophe. Toussaint Louverture se rend à 3 conditions. Liberté incontestée de toute la population de Saint-Domingue, maintien de tous les officiers indigènes dans leur grade et leurs fonctions, lui-même conserve son état-major et se retire dans l'île. Après une entrevue avec Dessalines et Belair, vous voyez, c'est Toussaint qui a ordonné à Dessalines de baisser les armes. Après une entrevue avec Dessalines et Belair, son neveu, les 2 généraux capitulent aussi. Tout au long du mois de mai 1802, le Français Leclerc demande dans ses lettres des renforts humains et financiers. Nous allons voir ça plus loin dans le prochain numéro. Mais, si les généraux se sont rendus, il n'en reste pas moins présents sur l'île et attentifs aux événements. La loi du 20 mai 1802 rétablit l'esclavage dans les colonies françaises restituées à la France par le traité de paix d'Amiens signé avec l'Angleterre
le 25 mars 1802. Vous voyez, l'Angleterre qu'on dit qui a aboli l'esclavage, c'est lui qui a signé le traité de Damiens pour le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises. Mais cela, ils pensent que Saint-Domingue n'est pas officiellement concerné. Alors Saint-Domingue n'était pas officiellement concerné parce qu'ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas à Saint-Domingue. Mais tout se passe comme si les nègres révoltés devaient lui aussi rentrer dans les rangs. C'est comme ils pensent que même si ce n'était pas officiellement nous, à Saint-Domingue, on était concernés, mais c'est comme dans leur esprit, ils veulent que nous soyons concernés par ce traité de paix. Mais c'est peine perdue. Puisque le 7 juin 1802, Toussaint Louverture est convoqué dans le quartier général de Buinay. Le soir, quelques grenadiers rentrent sous la conduite de Ferrari, aide de camp de l'Éclair, qui assure à Toussaint qu'ils ne sont pas venus pour lui nuire et qu'ils ont seulement reçu l'ordre de le protéger. Mais ils le prennent par ruse, par surprise, l'enchaînent puis réservent le même sort à son aide de camp, à sa femme, à son fils et à sa nièce. Il force sa demeure, lui dérobe son argent et saccage sa plantation. Le moment de le déporter vers la France est enfin venu. La France pense que c'est une victoire. Mais voilà ce que Toussaint va leur dire et ce qui va être une réalité. L'arrestation de Toussaint émeut profondément la population. C'est comme si maintenant, la France vient de jeter de l'huile sur le feu en déportant Toussaint. Et Toussaint leur avait averti en disant, quel qu'ait été ses torts, on sait que Toussaint a commis des torts, mais il reste des nôtres. Il reste notre héros. Il reste le premier gouverneur d'Haïti. Quel qu'ait été ses torts, il a toujours ardemment défendu la liberté. Avant d'embarquer sur le bateau, voici ce que Toussaint a dit. En me renversant à Saint-Domingue, vous avez abattu le tronc de l'arbre de la liberté. Mais elle repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Effectivement, l'Éclair lui-même va reprendre cela par la suite dans une lettre adressée à Napoléon. Tandis que la santé de l'Éclair se détériore, il était atteint de la fièvre jaune. On ne touche pas au peuple de Ya. Vous avez vu comment même Christophe Colomb, il est mort méprisé. Louis XIV est mort la tête coupée comme un véritable cochon. Il n'a même pas eu le temps d'être marron. Parce qu'il nous appelle cochon marron. Mais lui, il n'avait même pas cette chance pour aller dans le marronnage. Il est mort comme un vrai cochon. La tête coupée. Et l'Éclair, lui, la fièvre va l'emporter. Tandis que la santé de l'Éclair se détériore, il écrit dans une lettre adressée au ministre de la Marine datée du 25 août 1802. Écoutez ceci. Il dit, ce n'est pas le tout d'avoir enlevé Toussaint. Il y a ici 2000 chefs à faire enlever ici. Vous voyez? Ce n'est pas le tout d'avoir enlevé Toussaint. C'est presque la même déclaration de Toussaint. Il y a ici 2000 chefs à faire enlever à Saint-Domingue. C'est la même déclaration de Toussaint qui a dit, en me renversant, vous avez seulement abattu le tronc de l'arbre de la liberté de Saint-Domingue. Il repoussera encore par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Et l'Éclair l'a bien reconnu. De ce fait, en septembre 1802, le général Leclerc demande l'arrivée en renfort de 10 000 hommes. Il avait déjà
plus de 30 000, où il risque de perdre la colonie. Son souhait de quitter la colonie est de plus en plus pressant. Face aux forces françaises, Clairvaux et Pétion unissent leurs forces au sud, tandis que Dessalines se tient prêt au nord. Le 2 novembre 1802, juste avant sa mort, Leclerc tente une dernière fois de rallier Toussaint Christophe du côté des troupes françaises. Mais celui-ci rejoint les rangs de Pétion et de Rigaud. Et de Clairvaux. Parce que Pétion et Boyer maintenant se tournaient maintenant contre les Français pour combattre pour la liberté. La dernière bataille de Saint-Domingue se déroule le 18 novembre 1803 à Vertières. Et ça, c'est un épisode spécial que nous allons voir avec vous, la bataille de Vertières. Dans le nord, près du Cap, les troupes commandées par Dessalines se soulèvent contre le général français Rochambeau qui a remplacé Leclerc. Parce que Leclerc est mort, lui, il est mort. C'est ainsi que le combat pour la liberté et le maintien de l'abolition de l'esclavage triomphe. À Vertières, le combat pour la liberté et le maintien de l'abolition de l'esclavage triomphe. Voilà pourquoi la France ne parle plus de ce Vertières. Que même dans les dictionnaires, vous n'allez pas trouver ce mot Vertières. Même sur Word, quand vous tapez Vertières, ça vous donne une erreur. Et quand vous cliquez pour corriger, vous ne pouvez pas trouver Vertières. Parce que c'est un cauchemar pour l'Occident, un cauchemar pour l'homme blanc, un cauchemar pour le peuple français. 10 jours plus tard, le général Rochambeau est évacué. Les Noirs et les Mulattes ont réussi. La France est expulsée, humiliée, est expulsée du pays. La déclaration d'indépendance est adoptée le 31 décembre 1803 lors d'une réunion entre officiers à Gonaïves. Une double révolution a eu lieu à Saint-Domingue. Officiellement, c'est la fin de l'esclavage et du colonialisme. Mais des siècles d'esclavage, puis 12 années de guerre et de révolte laissent des séquelles que l'indépendance ne suffira pas à effacer. Vous voyez, la guerre qui a conduit à notre indépendance, 12 années. Vous là, les tribus d'Israël, je vous ai dit, c'est une année pour chaque tribu. Parce que nous, on est Lévi, on a combattu pour la liberté, la libération de tous les Noirs à travers le monde. Et même pour l'humanité. C'est pourquoi tous ceux qui vont venir après, que ce soit les Patrice Lumumba, que ce soit les Thomas Sankara, leur inspiration, c'est Haïti. La terre de Dessalines, la terre de Toussaint. L'ouverture. C'est pourquoi nous avons combattu pour nos 12 tribus qui sont représentées dans notre drapeau.